Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le microcrédit avec FinFrog, l'alternative 100% digitale aux découvertes bancaires. Riyad Halimi, CEO et fondateur de FinFrog à Paris. Nous, notre mission, c'est de sortir nos clients de la spirale du découvert bancaire et ensuite de leur donner de la capacité à épargner. Après une formation d'ingénieur, Riyad a accompagné pendant une dizaine d'années des établissements financiers dans leur stratégie d'innovation et de transformation au sein du cabinet de conseil McKinsey. Il a passé le cap de l'entrepreneuriat en créant la fintech FinFrog. Le point de départ de cette aventure, c'est le découvert bancaire qui concerne aujourd'hui 10 millions de Français. Les frais grignotent en effet un demi-mois de salaire en moyenne par an. Alors la proposition de valeur de FinFrog, c'est d'emprunter jusqu'à 600 € en moins de 24 heures avec un parcours de moins de 5 minutes. FinFrog innove en développant le microcrédit en France, en apportant une solution digitale, moins coûteuse et plus adaptée aux besoins des particuliers. Riyad nous donne de nombreux détails sur la plateforme FinFrog, la stratégie de la société à moyen terme, la définition et l'amélioration des algorithmes de scoring. Nous découvrons également les coulisses de la start-up et notamment les partenaires auxquels FinFrog fait appel. Bref, c'est un épisode straight to the point, clair et efficace. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Riyad. Bonjour Solène. Merci de m'accueillir dans tes locaux à Paris. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je voulais faire un petit coucou à Aglaé Touchard-Le-Drian qui a très gentiment fait la mise en relation. Merci Aglaé. Riyad, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à nos auditeurs et faire un petit focus sur le parcours assez incroyable que tu as eu en passant de Mac au monde des startups. Ça, c'est un point qui m'intéresse particulièrement et surtout d'un point de vue culturel, différence culturelle. Écoute, volontiers. Effectivement, alors moi, je m'appelle Riyad Halimi. Je suis le fondateur de FinFrog, qui est une startup qui fait du prêt pour les particuliers. Avant de fonder FinFrog, j'ai travaillé 10 ans chez McKinsey, où j'étais responsable des activités de crédit pour les particuliers en Europe et où j'ai monté les activités du bureau de Paris en ce qui concerne les fintech. Le lancement de FinFrog, finalement, il s'est fait de manière assez naturelle. J'ai toujours eu envie de créer une société. Je ne l'ai pas fait en sortie d'école, c'était il y a très longtemps, en 2003, c'était l'explosion de la bulle d'Internet. En tout cas l'envie m'est revenue. Je pense que c'était le bon moment. En fait, il se passe quelque chose en ce moment autour de l'innovation dans les services financiers. Il y a tout un alignement de planètes, à la fois technologique, réglementaire et d'évolution des usages qui faisait que c'était le moment pour moi de me lancer. Je l'ai fait dans un secteur que je connais bien, le crédit pour les particuliers, et je l'ai fait surtout avec un angle sociétal et en adressant une clientèle qui n'est pas forcément la cible jusqu'à présent des fintech. On y reviendra peut-être, mais du coup, c'est un produit assez mass market qui correspond à un besoin très naturel de couverture du budget en fin de mois via des microcrédits. Pour ce qui est du changement culturel, je dirais qu'en fait, moi, j'ai trouvé que McKinsey, c'était plutôt une bonne école en fait, pour l'entrepreneuriat. Sur la fin de mon expérience chez McKinsey, j'étais dans un rôle assez entrepreneurial finalement, où j'allais moi-même lancer des initiatives, parler à des clients. Tu accompagnais des fintech à développer quoi, faire du go-to-market. Qu'est-ce que tu faisais concrètement ? Alors, en fait, McKinsey, historiquement, a plutôt accompagné des grands groupes. Pour donner un exemple, j'ai accompagné typiquement un grand opérateur télécom à lancer en fait sa néobanque sur le marché français. Donc c'était plutôt des projets fintech internes à des grands groupes. Et j'ai aussi accompagné le gouvernement français sur le cadre à apporter pour le développement des fintech en France, pour que les fintech français se développent autant que nos collègues allemands ou anglais. Depuis, McKinsey accompagne également des fintech, mais en tout cas, moi, à l'époque où j'étais, c'était plutôt des grands groupes qui voulaient se digitaliser et lancer leur propre initiative entrepreneuriale. En termes de changement culturel, je dirais qu'au final, moi, je trouve que la transition, c'était plutôt bien faite.
Pourquoi ? Parce que j'ai choisi en fait de me lancer dans un secteur que je connaissais très bien. Donc je pense que ça aurait été sans doute beaucoup plus difficile si j'avais du jour au lendemain changé de métier et en plus changé de secteur. Et comme je te disais, je pense que le conseil, ça prépare plutôt bien. Quand je regarde autour de moi, j'ai beaucoup d'anciens collègues McKinsey qui ont soit rejoint des entreprises tech, soit créé leur société. Et je pense qu'au final, quand tu es dans le conseil, tu apprends finalement à coordonner des projets, à coordonner des projets qui sont plutôt du type de la prestation intellectuelle. J'aurais pas pu, par exemple, monter une usine. Mais finalement, quand tu lances un produit, quand tu lances un site web, c'est pas fondamentalement différent que de piloter un nouveau projet. Donc je dirais que la transition s'est faite plutôt en douceur me concernant du monde du corporate, de McKinsey à l'entrepreneuriat. Super. Bah, écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Juste un petit élément important pour moi, parce qu'il j'ai des questions qui vont venir forcément sur vos algos. Ta formation initiale, c'est une formation plutôt commerciale ou ingénieur ? Non, alors moi je suis effectivement... ou philosophie. Hein. Ouais, non, pleinement. Alors effectivement, alors, j'ai une formation d'ingénieur. Alors j'ai une formation en humanities, en humanité, comme on dirait. J'ai par exemple étudié... j'ai passé l'option latin et grec au bac. En France, tu étais en France ? En France, j'étais en France. J'ai passé j'ai eu mon bac à Bourges. Mais globalement, j'ai toujours été très intéressé par les lettres. Je me suis, en fait, par raison, orienté vers des études scientifiques, comme beaucoup de parents conseillent à leurs enfants. Mais je dirais que c'est effectivement une formation d'ingénieur qui m'est aujourd'hui très, très utile. Donc moi, j'ai fait une formation généraliste à l'École centrale de Paris. Et ensuite, j'ai fait des mathématiques appliquées à Harvard. J'ai appris à coder quand j'étais en école. Et j'ai, au fond de moi, un ingénieur qui sommeillait. Et cette formation initiale m'est très utile. Ouais, j'imagine. Donc j'ai complètement arrêté de coder, mais finalement je n'ai pas de complexe ou de préjugés par rapport à la tech. Et je me suis rendu compte que pour des entrepreneurs qui n'étaient pas ingénieurs à la base, ou même pour des patrons d'entreprise ou des patrons de banque, en fait souvent la tech est une boîte noire. Et moi encore aujourd'hui, il m'arrive de débugger en fait, ou d'aider mes ingénieurs en fait à aller de l'avant, à sortir un peu le nez dans le guidon et à continuer à innover. Donc c'est une formation qui m'est aujourd'hui encore très utile, à la fois pour les algorithmes, on y viendra, et aussi pour la conceptualisation de toute l'infrastructure tech qu'on a mis en place nous-mêmes de A à Z. Et tu gagnes énormément de temps en ayant cette connaissance quand même approfondie de la technicité derrière, des outils qui sont utilisés par tes ingénieurs. En fait, tu comprends leur langage. Ça, c'est une grande valeur ajoutée. Oui, je comprends leur langage, mais de la même manière, tu vois, qu'un dirigeant comprend le langage du marketing, au fil des ans, comprend le langage du juridique, comprend le langage des opérations. En fait, il n'y a aucune raison que la tech en fait, soit finalement un silo incompréhensible. Donc finalement, je pense que... Et d'ailleurs, on voit que les formations commencent à évoluer, que de plus en plus des cours de tech sont dispensés des lycées, dans les écoles, y compris les écoles de commerce. Et je pense que ça fait effectivement partie de l'équipement en fait, de culture générale que toute personne doit avoir à présent pour comprendre le monde dans lequel on évolue, quoi. Ok, merci beaucoup pour tous ces détails. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec FinFrog, moi j'aime bien toujours un peu mieux connaître le secteur dans lequel travaillent les différents intervenants que j'ai sur FinScale. Est-ce que tu pourrais nous faire une sorte d'état des lieux du microcrédit dans nos pays ? On en parle pas mal, c'est vrai, plutôt dans les pays émergents, mais moins en France ou en Europe. Donc revenir sur des chiffres, les besoins des clients. Et justement, quels sont les pain points que subissent ces clients quand ils doivent contracter du microcrédit actuellement ? C'est vrai que tu as tout à fait raison. En fait, le microcrédit appelle encore aujourd'hui, quand on en parle autour de nous, un imaginaire de pays en développement. Et c'est vrai que le microcrédit tel qu'on conçoit aujourd'hui, ça a été inventé ou réinventé en fait, par Mohamed Younous au Bangladesh. Ce qui lui a permis après de fonder la Grameen Bank et d'être reconnu dans son initiative par un prix Nobel. Globalement, le microcrédit en France et en Europe, en fait, il a jusqu'à présent surtout été mis en place par des associations. Donc, tu as très peu d'acteurs du privé en fait, qui font du microcrédit. Donc aujourd'hui, le microcrédit, ça va plutôt être du microcrédit pour les entrepreneurs et des crédits octroyés par un tissu associatif. Comme qui, par exemple ? Comme l'ADI, en fait, qui est
l'acteur historique du microcrédit en France. C'est un acronyme ? Oui, alors ils m'excuseront. Alors en plus, c'est des gens à qui on est en contact régulier, mais c'est effectivement l'association phare en fait du microcrédit en France qui va promouvoir plutôt des créations d'entreprises, l'accompagnement par exemple de chômeurs qui reprennent une activité en créant leur propre entreprise. Et donc c'est plutôt généralement des montants qui sont autour de 10 000 euros. Enfin, c'est du microcrédit, mais on parle à l'échelle de la création d'entreprise de montants compris autour de 10 000 euros purement dans une optique d'entrepreneuriat. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est quand même des montants importants. C'est des montants importants pour un particulier et des montants qui sont relativement faibles à l'échelle d'une entreprise. Ah, tout à fait. Mais pour un particulier, en tout cas, c'est plutôt des... Voilà, et pour un particulier, en fait... Du microcrédit. Voilà, c'était pas du... Voilà, pour les microcrédits, en fait, en France, ça n'existait pas tellement. Donc, il y avait quelques initiatives qui avaient d'ailleurs été lancées par la loi Lagarde, en fait. Le microcrédit, en fait, a été réintroduit, en tout cas, pour les particuliers en France, sous l'initiative de la loi Lagarde, qui a reconnu en fait, dans le microcrédit une alternative responsable à d'autres produits tels que par exemple le crédit revolving. Et donc ce secteur du microcrédit pour les particuliers en France, il existe, il est jusqu'à ce qu'on lance FinFrog, il était assez peu développé et plutôt entretenu par un réseau associatif type... tu vas voir les UDAF, les caisses d'allocation familiale, tu as également le crédit municipal qui est un acteur parapublic qui faisait du microcrédit. Et finalement, nous, on est arrivé dans ce secteur. Attends, je fais juste une petite coupure. Du coup, avant que vous n'arriviez, comment ça se passait ? Donc, tu allais voir ces associations-là, tu avais besoin, mettons, de 1 000 euros pour t'aider au quotidien. C'est du coup l'association qui contractait auprès de l'établissement bancaire le crédit en ton nom ? Comment ça se passe ? Ou comment ça se passait ? Alors, tu as différents mécanismes. Tu as certains acteurs en fait, qui sont eux-mêmes enregistrés auprès de la Banque de France et qui ont l'agrément pour octroyer eux-mêmes du crédit, et d'autres qui effectivement s'appuient sur des banques partenaires. D'accord. Donc, avant qu'on se lance, c'était un processus qui était... mais comme tout processus d'octroi de crédit, avant les innovations des fintech, un processus assez administratif et assez lent. Ce qu'il faut voir, c'est que encore aujourd'hui, en fait, c'est un processus qui peut prendre entre 3 semaines et 1 mois, avec toute une série de, en tout cas pour ce qui est du microcrédit octroyé par des associations, de rencontres et d'accompagnement. D'ailleurs, le propre de ces associations, en fait, c'est que derrière, en plus du microcrédit, il y a généralement un accompagnement qui est fait sur la durée avec une rencontre en personne avec la personne qui emprunte, etc. Donc c'est lourd quand même. Donc c'est lourd. Alors, c'est un processus qu'il faut respecter, qui a ses vertus, parce que du coup, effectivement, dans certains cas, le microcrédit est préférable à d'autres types d'endettement. Et l'accompagnement que font ces associations, dans bien des cas, en fait, il est très vertueux. Mais c'est un modèle effectivement qui a comme inconvénient d'être particulièrement administratif et lent. Et donc nous on est arrivé en fait avec ce constat qui est qu'en réalité, tu parlais de pain point, en fait nous notre point de départ c'est quand même le découvert bancaire en fait. Le point de départ c'est de se dire qu'il y a 10 millions de Français en fait qui sont systématiquement tous les mois en dépassement de découvert. Et à hauteur de combien ? On a des idées Alors, ils sont en découvert de moins 400 euros, en fait. Donc ça, c'est le montant du découvert en fin de mois, avec des frais qui sont particulièrement élevés, des frais qui peuvent aller jusqu'à 45 euros par mois liés au découvert, ce qui, pour des populations qui gagnent le SMIC, représente, en cumulé sur l'année, quasiment un demi-mois de salaire qui s'évapore en frais de découvert bancaire. Ça, c'est vraiment le constat de départ. Donc c'est une situation qui concerne beaucoup de monde, donc un actif sur 4, qui est particulièrement coûteuse et sur lequel nous on propose finalement un produit qui est plus vertueux. Pourquoi il est plus vertueux ? Parce que déjà il coûte moins cher et surtout en fait à la différence du découvert dans lequel tu dois rembourser sous 15 jours en fait en moyenne ton découvert, là on va laisser aux clients 3 mois, 4 mois pour rembourser, ce qui leur permet en fait d'équilibrer leur budget. Et donc voilà, donc si tu veux, pour répondre à ta question, le microcrédit jusqu'à ce qu'on se lance en fait n'existait pas finalement en France comme tel. Voilà, d'initiatives privées à destination des particuliers.
étaient sur des processus qui étaient particulièrement longs et administratifs. Et nous, on arrive avec une solution qui est beaucoup plus rapide, complètement digitale, moins coûteuse, dans un cadre en fait, qui a déjà été finalement reconnu. Les impacts positifs du microcrédit, je te dis, ont été testés dans d'autres marchés. Alors, il se trouve que ce sont les pays émergents et reconnus d'utilité publique en France par justement cette loi Lagarde qui a dit finalement, ça peut dans certaines situations être préférable comme type d'endettement à, encore une fois, un revolving ou un découvert bancaire. Merci beaucoup. Et ça, c'est un snapshot français. Est-ce que, sans trop rentrer dans les détails, tu as une idée pour nos pays voisins, la Belgique, le Luxembourg, d'autres pays, si les pratiques sont relativement lourdes, comme ce que tu as décrit? Alors, la France, en matière de crédit aux particuliers, est un marché assez atypique. Mais pour des bonnes raisons. En fait, on a un des pays qui est le plus protecteur du consommateur qui soit. Et donc ça, c'est très bien. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de dérives en fait, qui ne sont pas permises en France. Malheureusement, dans d'autres pays européens qui sont moins protecteurs du consommateur, je pense notamment aux pays d'Europe du Nord, aux pays d'Europe de l'Est, tu as ce qui s'appelle en fait, du payday lending. En fait. Donc tu vas avoir payday lending. Donc c'est un produit qui consiste en fait à t'avancer des petites sommes jusqu'à ta prochaine paye en fait. Donc d'où l'appellation payday lending. Et donc ça c'est une pratique qui est assez répandue dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, Europe de l'Est, avec des taux qui peuvent être complètement exorbitants. Donc il n'est pas rare de voir dans ces pays-là des microcrédits mais qui sont facturés jusqu'à 2000-3000% d'intérêt. Wow. Donc je dirais que dans d'autres géographies et je dirais que finalement les spécificités en fait vont vraiment dépendre donc à la fois de la réglementation en place et aussi des habitudes des consommateurs. Donc il n'y a pas de réponse uniforme sur ce qui se passe ailleurs en Europe, c'est vraiment spécifique pays par pays. Mais je dirais que la réponse courte, en fait, c'est qu'il existe dans d'autres pays historiquement du payday lending, qui est un produit qui est à bien des égards dangereux pour les consommateurs, étant donné les taux d'intérêt qui sont proposés. Ça a été très longtemps le cas, par exemple, au Royaume-Uni. Alors, le régulateur a introduit au Royaume-Uni un certain nombre de garde-fous, mais il est encore possible de trouver des crédits à 1000-2000% d'intérêt au Royaume-Uni. Et heureusement, on n'a pas ça en France. Donc il faut quand même reconnaître que en termes de protection du consommateur, on est dans un environnement qui est quand même plutôt bien balisé sur le marché français. Ok, merci beaucoup. C'est très clair. Alors maintenant, si on parle de Finfrog, j'aimerais vraiment maintenant que tu décrives l'expérience utilisateur. Donc demain, moi j'ai besoin d'un microcrédit. Je me connecte sur le site de Finfrog. Comment ça se passe pour moi? Qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce qu'il y a autre chose que juste la plateforme? Est-ce qu'il va y avoir une interaction avec une vraie personne derrière? Comment ça se passe? Alors la proposition de valeur, elle est simple, c'est d'emprunter jusqu'à 600 € en moins de 24 heures avec un parcours qui se fait en moins de 5 minutes. La particularité essentielle, effectivement, c'est épatant quand même. C'est très, très efficace. La particularité essentielle, c'est qu'en fait, on a simplifié au maximum le parcours. Ouais. Et la grande innovation qu'on a introduite il y a 4 ans déjà, alors maintenant c'est en train de se développer, mais c'est qu'on va demander aux clients l'autorisation d'aller consulter ses relevés bancaires. Donc, le PSD2. Voilà, exactement. Ouais. C'est encadré par une réglementation. Maintenant, c'est en train de rentrer dans les mœurs. C'est un protocole qui est sécurisé, balisé. Mais vous êtes Account Information Service Provider? Alors nous, on travaille avec Budget Insight qui a l'agrément, donc qui est un des leaders français en fait de l'agrégation de comptes. Et nous, en fait, on utilise les prestations proposées par Budget Insight. Donc eux qui se connectent aux banques des clients et qui vont aspirer l'information du compte, c'est correct? Exactement, qui vont nous permettre de consulter, qui vont donner aux clients l'autorisation de nous remettre par voie électronique et sécurisée et cryptée en fait les derniers relevés bancaires. D'accord. Et donc, alors on y reviendra après. Ensuite, ces relevés en fait, ils sont analysés
par des algorithmes propriétaires qu'on a développés qui vont permettre aux clients de savoir, qui vont nous permettre de savoir si le client peut être financé ou pas. Mais ça, c'est transparent pour le client. Donc, vue du client, pour revenir à ta question, voilà, c'est la promesse d'un crédit en 24 heures jusqu'à 600 €. Pourquoi 600 €? Parce qu'on s'est calibré sur finalement le découvert moyen des Français. Donc, on prête entre 100 et 600 € parce que le découvert moyen est de 400 €. Donc, ça correspond vraiment à ce besoin. Et donc finalement, le produit est automatique en self-service. La particularité, c'est que pour les clients qui le souhaitent, en fait, il y a un accompagnement si besoin. Mais je dirais que dans la grande majorité des cas, le produit est tellement simple et straightforward qu'il n'y a pas nécessité nécessairement d'interagir avec quelqu'un au service client. On s'est rendu compte en fait que nos clients, une certaine partie de nos clients avaient besoin d'être accompagnés. Pardon. Excuse-moi, je fais juste les clients. On parle de personnes physiques. Oui. Il n'y a pas de personnes morales. Hein. Non, alors en fait, nous on prête une des particularités et un des éléments fondateurs de Finfrog, c'est qu'on s'est dit qu'en fait il fallait démocratiser l'accès au crédit. En fait, jusqu'à présent en France, en fait, seules les personnes qui avaient un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, avaient accès au crédit. Or, on a de plus en plus de contrats qui ne sont pas des CDI. On a de plus en plus d'intérimaires en France, de personnes qui sont en CDD, de freelance. Oui. Et donc, nous, on a conçu une infrastructure qui permet en fait de prêter à toutes ces populations. D'accord. On parle de plus de 5 millions de personnes en France, en fait, sur une population active de 40 millions. Et donc, nous, en fait, on a conçu des modèles qui sont en capacité en fait, d'accepter ces clients. Donc on prête à des particuliers, mais on prête aussi à des particuliers qui ont des revenus issus d'une activité de freelance, par exemple. D'accord, ok. Donc, je suis désolée, je t'ai interrompu. Donc, on se connecte à la plateforme, on fait une sorte d'onboarding, on donne accès via Budget Insight à son compte auprès de Société Générale ou une autre banque avec laquelle Budget Insight est connecté. Vous récupérez l'information du compte, donc les transactions qui se sont opérées sur le compte, les paiements entrants-sortants. Et sur base de l'analyse de ces données-là, vous donnez l'accord d'octroi du crédit. Et du coup, après, au niveau transactionnel, comment ça se passe ? Vous payez, vous êtes agent payeur ou qui va octroyer le crédit in fine ? Alors, le crédit, en fait, il est envoyé automatiquement. Alors, de la même manière que pour donc les relevés bancaires, on s'appuie sur Budget Insight. Pour les paiements, on fait appel à MangoPay, qui est un prestataire de services de paiement, un établissement de paiement. Effectivement, on va si le client est éligible, en fait, transmettre l'ordre à MangoPay via une API automatiquement, d'envoyer les fonds au client. Donc, effectivement, les fonds sont cantonnés chez MangoPay et débloqués et arrivent sur le compte du client. Et ensuite, le client est prélevé tous les 30 jours de sa mensualité. On offre également aux clients, ça c'est important, la possibilité de choisir la date de prélèvement. D'accord. C'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas au début, qui a été très fortement demandée, parce que pour nos clients qui savent très bien gérer leur budget, en fait, pour eux c'est très important de savoir que le prélèvement du crédit tombe après l'arrivée de leur salaire. Donc globalement, voilà, le client choisit en fait sa date idéale de prélèvement et ensuite tous les 30 jours, il est prélevé de ses mensualités. Ok, c'est très clair. Et après, en termes de taux de défaut, est-ce que j'imagine que tu as des chiffres, est-ce qu'il y a beaucoup de défauts dans ce type de crédit ? Alors nous, c'est vraiment la métrique, une des métriques phares en fait quand on fait du crédit, en fait, c'est la capacité en fait à maîtriser le risque. Et de ce point de vue-là, en fait, c'est toute la puissance en fait des modèles qu'on a développé, on arrive à avoir des taux de défaut inférieurs à 1%. Donc sur 100 € prêtés, on a moins de 1 € en fait, qui fait défaut. Et c'est un chiffre qui progresse avec le temps. C'est-à-dire qui progresse, qui s'améliore Qui s'améliore, oui, pardon. Qui s'améliore avec le temps. Donc en fait, on a des chiffres de plus en plus petits. Et d'ailleurs, il faut le noter avec des modèles qui ont bien résisté d'ailleurs aux différents... différentes actualités économiques. Donc on a un taux de défaut qui est resté complètement maîtrisé pendant la crise. Et ça, c'est tout l'effet, tout l'intérêt en fait d'avoir développé sur la durée nos algorithmes de scoring en fait. C'est des algorithmes en fait qui
progressent avec le temps et en fait qui ne peuvent, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais qui ne peuvent en fait apprendre qu'en se trompant en fait. C'est le propre des algorithmes de machine learning. Et donc nous, la puissance qu'on a, c'est que maintenant on a processé, on a traité plus de 100 000 demandes de prêt. Donc on a non seulement eu la capacité à aller consulter les relevés bancaires, mais aussi à calibrer nos modèles en observant depuis 4 ans qui faisait défaut et qui ne faisait pas défaut. Et c'est finalement cette historique cumulée sur plusieurs années qui maintenant nous permet d'être particulièrement robuste et d'avoir probablement des modèles de scoring les plus puissants sur le marché français. Oui, et puis d'anticipation, j'imagine. Oui, et d'anticipation, effectivement, puisque c'est je dirais un feature, une partie en fait dans la conception du modèle qu'on avait intégrée dès le départ. Donc en fait, nos modèles sont également en capacité d'identifier des signaux faibles qui peuvent éventuellement être prédicteurs d'un défaut. Justement, est-ce qu'on peut, parce que je surveille un petit peu ma montre, est-ce que tu pourrais passer un petit peu de temps pour nous expliquer comment les algos ont été développés, les principaux critères, et justement tu parlais des signaux faibles, ça m'intéresserait de savoir aussi si on peut avoir une interaction avec l'emprunteur pour éventuellement lui faire part, s'il n'en est pas conscient, de tel ou tel élément sur lequel il devrait faire attention. Je ne sais pas si vous avez également ces fonctionnalités-là. Oui. Alors effectivement, c'est vrai que dit comme ça, connexion bancaire, DSP2, etc., ça paraît, c'est très innovant et ça l'est. Mais en réalité, de tout temps, en fait, les banques, pour octroyer un crédit, ont demandé à leurs clients d'avoir accès au dernier relevé bancaire. Encore aujourd'hui, si vous demandez un crédit immobilier, on va vous demander au format papier ou en scan, en PDF, en fait, vos derniers relevés bancaires, vos dernières fiches de paye. Donc, fondamentalement, en fait, l'information qu'on demande est plutôt classique. Ce qui est innovant, c'est qu'en fait, cette information, on la reçoit sous forme digitale, sous forme numérique, et que du coup, on va être en mesure de traiter, en fait, l'intégralité de l'information. Là où autant jadis, le banquier allait peut-être stabiloter en fait, le revenu, éventuellement tel crédit, etc. Nous, on a la capacité en fait, d'aller analyser via des algorithmes en fait, ces relevés bancaires. Alors c'est compliqué en fait, de donner toutes les recettes en fait, des modèles de scoring parce que c'est à la fois en fait, le cœur de notre technologie et il faut qu'on préserve aussi... qu'on se préserve en fait d'éventuelles tentatives de contournement de l'algorithme. Mais ce que je peux en dire dans les grands principes, c'est que globalement, en fait, on va de manière très simple en fait, identifier les revenus et identifier les dépenses. En fait. Et ce que l'algorithme va chercher à faire, c'est comprendre en fait, ligne à ligne, est-ce que cette ligne est un revenu ou cette ligne est une dépense. Et ensuite, on va s'assurer qu'une fois que le client a pris un crédit chez nous, s'il est accepté, on va s'assurer qu'il a la capacité à rembourser. Donc dit comme ça paraît très simple, mais ça nécessite énormément de travaux de développement. D'une part, en fait, pour arriver à reconnaître ligne à ligne, en fait, on a construit notre propre nos propres moteurs de classification de dépenses. En fait. On s'est rendu compte que ce qui existait sur le marché n'était pas satisfaisant. Et donc, on a développé... en fait, quand on dit algorithme, en fait, il y a plusieurs sous-algorithmes en réalité. Oui. Et il y a une première famille d'algorithmes en fait, qui va simplement lire les relevés bancaires. Et qui va, ligne à ligne, dire « Ok, ça je comprends, c'est un revenu. Ça, c'est un crédit, par exemple. » Donc là, un revenu, c'est bien. C'est un prérequis pour pouvoir s'endetter. En fait, on ne prête qu'à des personnes qui ont la capacité à rembourser. Donc, on va identifier les revenus. Et ensuite, on va identifier les différentes dépenses, notamment par exemple les dépenses de crédit. Et ça va nous aider par exemple à connaître la capacité d'endettement ou l'état d'endettement du client avant d'emprunter chez nous. Et donc ensuite, il y a toute une série de mécaniques qui va entrer en ligne de compte et qui va, sur la base de l'historique qu'on a déjà observé, déterminer si le client peut être financé ou pas. Et cette intelligence, en fait, c'est une intelligence artificielle, donc c'est du machine learning. Et le propre de ces modèles, c'est qu'en fait, ils vont s'améliorer avec le temps. Et alors, c'est des modèles qui, de temps en temps, se trompent, et c'est normal. Mais en fait, au fur et à mesure qu'ils vont identifier en fait, des clients qui n'ont pas remboursé, vont apprendre de leurs erreurs et vont, au fil du temps, devenir de plus en plus performants et de plus en plus intelligents. Okay. C'est pour ça que je dis, finalement, nous,
notre force, en fait, c'est d'avoir fait ce travail d'entraînement pendant 4 ans. Et donc maintenant, on a des modèles qui ont appris, qui ont digéré énormément d'informations et qui savent maintenant de manière très précise en fait, identifier les personnes qui sont en mesure de rembourser et les personnes qui ne le sont pas. Et attends, je fais une petite digression, mais est-ce que vous faites des calls API pour aller interroger par exemple la Banque de France pour voir éventuellement si vous avez des clients qui ont été en faillite personnelle ou pas? Alors, 2 éléments par rapport à ça. Alors, il se trouve que nous, en fait, en tant que FinTech, alors en France, il y a un fichier qui s'appelle le FICP. Donc, c'est le fichier des incidents de paiement. Il n'est pas ouvert au FinTech. Ou il est ouvert dans des conditions en fait, qui sont très limitées. C'est plutôt un fichier en fait, qui est accessible aux banques. D'accord. Donc, il se trouve que nous, en fait, on n'a pas accès à ce fichier. C'est une d'ailleurs des questions qui pourraient peut-être amener à évoluer au futur, mais globalement, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas un si grand problème que ça, parce qu'au final, nos algorithmes en fait, arrivaient à répliquer l'information. En fait. En consultant les comptes, on arrive finalement à savoir... Par un faisceau d'indices, tu arrives par un faisceau, on arrive à trianguler, en fait, à se rendre compte que certains clients en fait, sont sans doute... Dans une situation de difficulté. Donc, on n'a pas accès à ce fichier. Et par ailleurs, en France, à la différence de la Belgique ou du Luxembourg, on n'a pas de fichier positif. Donc, il n'y a pas de crédit de bureau, ce qui est une grande particularité du marché français. Tu peux expliquer ce que c'est? Moi, je connais pas. Un crédit de bureau, en fait, c'est généralement un fichier centralisé qui est organisé par la banque centrale d'un pays et qui va, pour les particuliers, en fait, lister en fait, tout leur historique de crédit. Ce qui permet notamment... en fait, de prévenir le surendettement, parce qu'en fait, si en Angleterre ou en Allemagne, quelqu'un va solliciter un crédit auprès d'une banque, la banque va aller vérifier en fait, l'état d'endettement global du particulier auprès. Donc en Allemagne, c'est un fichier qui s'appelle le Schufa et qui est géré par la Banque d'Allemagne. En fait. Et donc ça permet de vérifier en fait, que les gens ne sont pas surendettés. En France, alors, ça a été un débat très long qui n'est pas encore complètement abouti, mais globalement, c'est un serpent de mer et le fichier, donc ça s'appelle un fichier positif, n'existe pas sur le marché français. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, si quelqu'un décide d'aller faire simultanément 20 crédits de 50 000 euros, en fait, il n'y a pas de communication entre les différents acteurs et potentiellement, en fait, il est possible d'aller se surendetter en allant faire simultanément plusieurs dizaines de crédits. Quoi. Donc pour revenir à ta question, on n'a pas cette capacité parce qu'il n'y a pas ces infrastructures-là sur le marché français, mais finalement on s'est recréé finalement notre propre infrastructure de scoring en disant voilà, le marché français ne nous permet pas de le faire, on va utiliser la puissance prédictive du machine learning, de l'intelligence artificielle en fait pour octroyer du crédit dans des bonnes conditions de sécurité. Ok, écoute, c'est très très clair, merci beaucoup. D'habitude, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle m'intéresse énormément, mais c'est très très complexe. Et donc, tu sais bien retranscrire l'information clairement. Merci beaucoup pour ça. Avant qu'on se dise au revoir, est-ce que tu peux partager avec nous les prochaines étapes de FinFrog et la stratégie que vous avez en tête horizon 3-4 ans ? Oui, absolument. Bah, écoute, nous, notre stratégie, elle est claire. Notre stratégie, en fait, c'est d'aider budgétairement nos clients. Aujourd'hui, on commence par le crédit, mais on aimerait beaucoup aller vers l'épargne également. Nous, notre mission, c'est de sortir nos clients de la spirale du découvert bancaire et ensuite de leur donner de la capacité à épargner. Donc, les axes de développement, c'est continuer à croître dans le crédit. À un moment donné, on introduira de l'épargne et puis aussi développement à l'international. Donc, c'est les 3 axes de développement pour FinFrog dans les 3 prochaines années. Et sur le crédit, en fait, on a 2 piliers. On a à la fois la distribution en direct. Donc là, nos clients nous trouvent via les apps, via le site web. Et de plus en plus, en fait, on est en train de monter des partenariats. On a des grands noms qui sont en partenariat avec nous. On a Amazon, Deliveroo, Uber Eats, toute une série de partenaires, j'en oublie sans doute plein, EasyWork dans le domaine de l'intérim. Et pour leurs salariés pour leurs salariés, absolument. C'est un grand besoin, effectivement. Donc, effectivement, EasyWork et Side, d'ailleurs, qui nous a rejoint comme partenaire hier, ont des besoins pour financer leurs salariés qui sont effectivement des intérimaires
pour Deliveroo et Uber Eats, on finance, alors non pas des salariés, mais des freelances en fait, qui sont affiliés à ces plateformes. Et on a des discussions avec la grande distribution, je citais Amazon, mais on a d'autres partenariats dans le pipe. Donc voilà finalement nos pistes de développement pour les prochaines années. Ok, et alors oui, il y a un élément sur lequel tu ne m'as pas répondu et qui m'intéresse, c'est en termes de faisceau d'indices, je fais juste un petit retour en arrière. Est-ce que du coup, vous informez vos clients qu'il y a des signaux d'alerte par rapport à leurs dépenses, et des choses qui sont en filigrane et qui n'ont peut-être pas perçues et est-ce qu'il y a des... Oui, vous les informez de ce genre de choses? Alors pour l'instant on le fait pas, mais ça fait partie des développements auxquels on réfléchit. En fait, de plus en plus on réfléchit à aller vers du conseil budgétaire. Oui. Aujourd'hui en fait, quand on n'est pas en mesure de financer nos clients, ce qu'on fait, et nos clients nous en sont très reconnaissants, c'est qu'on les oriente vers des solutions alternatives, notamment les associations dont on a parlé en début d'entretien. Mais effectivement on se rend compte qu'on est en très bonne position de confiance et avec la technologie dont on dispose, on serait tout à fait en mesure d'accompagner, de donner des conseils budgétaires aux clients, et ça fait partie effectivement de la roadmap. En fait, quand je te disais épargne, l'idée c'est aussi de dire, voilà, avec finalement le point de vue qu'on a, est-ce qu'on ne pourrait pas donner des conseils à nos clients pour mieux gérer leur budget, pour mieux épargner. Nous finalement, pourquoi est-ce qu'on dit l'épargne? C'est qu'en fait on ne se satisfait pas que nos clients soient en permanence dans le rouge. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte de les accompagner progressivement à sortir du découvert, à sortir du rouge, pour aller ensuite épargner et envisager des projets, pourquoi pas même d'achat immobilier, etc. Donc effectivement, ce feedback, en fait, on y réfléchit. On souhaite le packager dans une offre d'accompagnement budgétaire qui, in fine, débouchera notamment vers des produits d'épargne. Super intéressant. Ok, mais écoute, on va bientôt conclure. Avant de partir, est-ce que tu as des recommandations de bouquins, de sites, newsletters que tu suis et qui pourraient intéresser nos auditeurs? J'ai un auditeur qui m'a écrit qu'il était particulièrement sensible à ce point-là, donc si tu peux communiquer, je pense que ça lui fera plaisir. Mais écoute, alors, moi, je suis un ancien de McKinsey, j'aime beaucoup les publications du McKinsey Quarterly en termes de... réflexion business. Je trouve que c'est très poussé, c'est une approche quasi scientifique en fait, avec beaucoup de recul, à la fois historique, et c'est généralement des enseignements qui sont cross-checkés sur plusieurs géographies. C'est quoi? C'est généraliste? C'est sur l'économie? Ouais, c'est généraliste, ça aborde tous les termes, ça aborde notamment, y compris des thématiques technologiques, ça aborde des thématiques business, des thématiques d'organisation, des thématiques de gestion, people, RH. Donc c'est vraiment très complet. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit, c'est accessible en ligne sur McKinsey Quarterly. Okay. C'est un peu comme une sorte de Harvard Business Review, mais publié par mes anciens collègues de McKinsey. Donc je le conseille, c'est vraiment de très bonne qualité, très synthétique. C'est généralement des articles de 2-3 pages qui se lisent assez rapidement. Et c'est une source que j'aime bien regarder, parce que justement c'est un peu moins dans l'instantanéité que peuvent avoir les publications propres à l'écosystème tech en fait. Donc j'aime bien prendre un peu de recul par rapport à ça. Moi j'écoutais avec beaucoup d'attention les podcasts de Michel Serres, qui nous a quittés il y a quelques temps, mais justement qui lui apportait cette perspective sur l'évolution des technologies avec un regard toujours très optimiste et bienveillant. Et en fait, il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de gens l'ont lu. C'était, je crois, le prix Goncourt 2018 qui s'appelle « Et leurs enfants après eux », et qui décrit en fait une réalité économique et sociale en fait de la France d'aujourd'hui, qui résonne beaucoup avec ce qu'on fait chez Finfrog. Et j'encourage ceux qui l'ont pas lu à le lire, mais c'est un roman qui a réussi à capter un certain nombre de réalités socio-économiques de la France d'aujourd'hui. Donc voilà, donc en synthèse, pour le business,
McKinsey Quarterly, pour prendre un peu de recul philosophique, Michel Serres, et côté roman et leurs enfants après eux. Merci beaucoup. Et comment on te joint, Riyad ? Sur LinkedIn, c'est la meilleure façon de me joindre, Riyad Halimi sur LinkedIn. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Solène. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!